En Irak, près d'une trentaine de roquettes ont atteint l'hôtel où réside le numéro 2 du Pentagone, qui est sain et sauf. Un attentat qui a fait 1 mort et 17 blessés. À l'instant, 2 nouvelles explosions au moins ont été entendues dans le centre de Bagdad, dans la zone où siège l'administration américaine. Paris a désormais un quai François Mitterrand, près du Louvre. Cérémonie et hommage ce matin autour de la famille du président défunt. Lionel Jospin était présent pour cette inauguration organisée le jour de la naissance de François Mitterrand. L'homme le plus riche de Russie a été incarcéré. Sa puissance financière et son opposition ouverte à Vladimir Poutine ne sont pas du goût du Kremlin, signale à destination de tous ceux qui ont fait fortune après les privatisations des années 90. Les premières neiges font le bonheur des amateurs de ski de fond, du ski à la Toussaint, ça n'est pas courant. Quelques stations ouvrent pour cette période de vacances, des pistes en altitude. Les Thibauts, 4 épisodes d'1h30 pour l'adaptation de la fresque de Roger Martin Dugard. C'est le dernier rôle d'un Jean-Yann magistral. Les premiers épisodes seront diffusés lundi et mardi sur France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, un nouvel attentat à Bagdad, dans un des secteurs les plus sécurisés de la ville. Ce n'est pas la première fois que l'hôtel Al-Rachid, qui abrite des membres de l'administration américaine, est visé. Mais cette fois-ci, l'attaque est spectaculaire. D'abord parce que de nombreuses roquettes ont touché le bâtiment. Ensuite parce que le numéro 2 du Pentagone y résidait. Paul Wolfowitz est sorti indemne, mais un soldat américain a été tué. 17 personnes sont blessées, parmi elles quelques civils. Sur place, Martine Laroche-Joubert, Gilles Jacquet. Ces enquêteurs américains, dans les chambres dévastées de l'hôtel Rachid, s'interrogent ce soir sur les lacunes de la sécurité. Cet hôtel, considéré comme un bunker, est réservé aux invités de la coalition. Paul Wolfowitz, le numéro 2 du Pentagone, dormait ici la nuit dernière. 6h10 ce matin, des roquettes criblent la façade. Un soldat américain est tué, d'autres blessés, dont des Irakiens. J'ai vu un homme qui détachait de sa voiture la remorque d'un générateur, raconte ce policier. Dès qu'il m'a vu, il s'est enfui. Voici le coffre du générateur où était installé le lanceur de roquettes. Les Américains le retrouvent à la porte du zoo de Bagdad. Les gardiens de ce zoo se dégagent de toute responsabilité. Ils ont profité d'un changement d'équipe ici. Il n'y avait personne juste à ce moment-là. Je pense qu'ils ont actionné le lanceur avec une télécommande. Ils ont fait ça très vite. Ils ont eu de la chance. Ils se sont enfuis. De la chance, ce n'est certainement pas l'avis de Paul Wolfowitz. Très ému, il garde le cap. Nous continuerons notre travail en dépit des actes désespérés d'un régime criminel à l'agonie. Des ennemis invisibles, mais très organisés. Un attentat comme celui-ci, commis dans un périmètre ultra protégé, exige une longue préparation. Le ramadan commence, les attaques risquent de se multiplier. Les Américains vivent de plus en plus, ici, encore retranchés. Réaction des États-Unis qui se disent surpris par l'ampleur des attaques en Irak. C'est le secrétaire d'État lui-même qui s'exprime en ces termes. Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit si intense et si long. Nous sommes dans une période très difficile, affirme Colin Powell. Pour sa part, l'administrateur américain en Irak, Paul Bremer, considère que la capture de Saddam Hussein, si elle se faisait, ne serait pas un élément suffisant pour empêcher les attaques anti-américaines. Et comme en écho à ces déclarations, on vient d'apprendre que 2 nouvelles explosions, je vous le disais en titre, ont été entendues dans le principal complexe de la coalition à Bagdad, une zone proche de l'hôtel Rachid. Ces attaques à Bagdad risquent de donner un nouveau coup au moral des djihadistes. Sur le terrain, ils subissent un stress auquel ils n'étaient pas préparés. Cette guerre qui ne dit pas son nom fait tous les jours des victimes dans les rangs américains, au point que des psychiatres ont été envoyés en renfort pour soutenir ces militaires. Chacune de leurs missions est ressentie comme une mission à risque, comme le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert et Gilles Jacquet. C'est un lieu discret. Sur la base américaine de Mossoul, une unité anti-stress en charge d'un sujet sensible, le moral en berne des soldats américains. Tentative de suicide, dépression, des médecins offrent ici une aide psychologique. Que vous soyez un soldat ou un civil, tout le monde réagit violemment devant la mort. Et nous ici, on essaye d'apporter des réponses aux soldats et de gérer le traumatisme du mieux qu'on peut. Pour comprendre leur stress, nous suivons une patrouille sur un site stratégique le long du pipeline du nord de l'Irak à la Turquie. Les attaques sont fréquentes, les Américains se font aider par des Irakiens sur place. Il y a des pillards, demande le capitaine. Non, non, pas en ce moment, disent les Irakiens.
Heureusement, ça ne nous est pas encore arrivé d'être attaqué ici, mais c'est quelque chose qu'on a en tête. On a toujours ça à l'esprit et ça peut arriver n'importe quand. Je veille à la sécurité de mes gars, je pense à eux, j'en prends soin, jour après jour, jusqu'à ce qu'on leur dise qu'il est temps de partir. Une station de pompage, l'endroit le plus exposé pour les soldats américains. 9 hommes dans une bicoque isolée dans le désert. Je regarde ces photos pour me rappeler ma maison, pour me remonter le moral. On réalise tous ici que la guerre va être longue contre le terrorisme, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Une guerre qui dure, des permissions retardées, le moral des troupes devient une priorité pour Washington. Venons-en aux incendies qui ravagent une partie de la Californie. Si le feu ne menace pas les tout proches quartiers de Los Angeles, l'inquiétude grandit. Les flammes poussées par des vents violents poursuivent leur progression vers les zones urbaines. Jacques Cardoz. 2 victimes, 200 maisons détruites, des immeubles entiers qui s'effondrent et des milliers d'Américains évacués provisoirement. C'est la grande banlieue de Los Angeles qui est désormais touchée par un incendie parti mardi dernier de la forêt de San Bernardino en Californie. Les flammes ont parcouru plus de 5000 hectares de terrain malgré l'effort de quelques 2000 pompiers. Mais face à la sécheresse et des conditions atmosphériques difficiles, les combattants du feu ne peuvent pas grand-chose. Nous sommes à la merci du vent, c'est incontrôlable. J'ai bien peur qu'on perde la partie. Descendu des montagnes, l'incendie atteint ces zones urbaines à une centaine de kilomètres du centre de la 2e plus grande ville des États-Unis. Pourtant, certains Californiens se refusent à laisser leurs habitations. Je suis arrivé ici il y a 6 mois. C'était mon rêve de vivre ici. Et je peux vous dire que je resterai jusqu'à la dernière minute. Victime de la sécheresse depuis plusieurs années, la Californie est souvent la proie des flammes. L'origine de cet incendie pourrait être criminelle. Les dégâts sont estimés à près de 6 millions de dollars, tandis que le vent ne semble pas faiblir. En France, le désamorçage de 2 bombes américaines datant de la Seconde Guerre mondiale a provoqué l'évacuation des habitants du centre de Brest. C'est dans un chantier de construction d'un cinéma que ces engins ont été découverts au début du mois. Depuis, les 2 bombes avaient été enterrées sous plusieurs tonnes de terre en attendant l'opération de déminage qui s'est achevée en fin de matinée. À Paris, sur la rive droite, près du Louvre, se trouve désormais le quai François Mitterrand. Une cérémonie ce matin réunissait les proches du président défunt, mais aussi les anciens premiers ministres comme Lionel Jospin ou Pierre Mauroy. C'est le maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui a présidé cet hommage appuyé à François Mitterrand, le jour anniversaire de sa naissance. Une inauguration quelque peu controversée. Reportage Pauline Revenaz, Gwenaël Le Gouil. Une grande réunion de famille, 7 ans après la mort de François Mitterrand. Amis fidèles, ils ont tenu à lui rendre hommage. En quoi est-ce important aujourd'hui d'être là pour vous? Pour ne pas être infidèle. Ça vous suffira comme réponse? Désormais, l'ancien quai du Louvre porte son nom. Une décision polémique critiquée par l'opposition. Mais pour les proches, la légitimité ne fait pas de doute. Cœur de Paris, de la Seine, combien de fois je me suis promené avec lui. C'est important que la présence de mon père soit symbolisée par un lieu. Je pense que c'est toujours important de s'inscrire physiquement dans un espace, surtout à Paris, une ville qu'elle a autant aimée. L'occasion aussi d'actualiser le message de l'ancien chef d'État. Il faut une gauche qui soit à la fois unie, mais aussi conquérante sur un projet. Et c'était aussi le message de François Mitterrand. Il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas un idéal. Présent à la cérémonie, le maire du 1er arrondissement avait dès le départ émis des réserves. S'agissant de François Mitterrand, il fallait, comme le disait Mitterrand lui-même, laisser un peu de temps au temps. Sa personnalité est une personnalité très riche, mais très controversée. C'était plutôt merci. Et même tout à fait merci à ceux qui m'ont permis de la conduire jusque-là. Des images d'archives pour faire revivre le personnage. Sous les yeux de ses 3 enfants et de sa femme. Mais quand Bertrand Delanoë prend la parole, un petit groupe de militants Front National tente de perturber la cérémonie. Avant d'être expulsé, Manu Militari. Un quai sur la rive droite de la Seine pour cette grande figure de la gauche qui aurait eu 87 ans aujourd'hui. Dans la perspective des régionales, François Bayrou a décidé de demander directement à sa base de s'exprimer par sondage sur sa stratégie. Le président de l'UDF, qui ne ménage pas le gouvernement, son parti s'est abstenu lors du vote sur la partie recette du budget 2004. Voyons comment les adhérents réagissent sur le terrain. Reportage en Haute-Normandie, Pauline Revenaz et Mathias Barrois.
Un bout pour l'UMP, un bout pour l'UDF, réunis autour d'un ruban avant de faire probablement bande à part pour les élections régionales. Hervé Morin, un des fidèles de François Bayrou, emboîte le pas de son chef, prêt à partir seul aux grandes dames de l'UMP. Je comprends sa stratégie, j'espère simplement que ça n'est pas une stratégie de rupture, que c'est une stratégie de vouloir en demander plus. Pas de négociation avec l'UMP, c'est ce qu'annonce Hervé Morin à quelques militants UDF de Haute-Normandie. Nous allons faire deux listes. Une qui sera conduite par Antoine Ruffnac et puis une liste que je conduirai avec Pierre Albertini en Seine-Maritime. Est-ce que c'est définitif ou pas? Oui, c'est quasi définitif. Voilà. François Bayrou veut consulter les adhérents avant d'arrêter définitivement la stratégie. Parmi les troupes, on veut croire à l'indépendance de l'UDF. L'UMP ne cherche pas le compromis, c'est ce qui est regrettable, je pense. Bah écoutez, s'il y a des gens qui sont plus capables de notre côté que du leur, moi je vois pas pourquoi on les présenterait pas. Hein. On va pas dire, bon, bah ils sont plus nombreux que nous, laissons-les aller. Hein. Les positions de François Bayrou ne paraissent pas toujours lisibles et l'exercice de la critique périlleux. Le jeu est dangereux parce qu'à partir du moment où vous allez... On n'est pas dans l'opposition. Hein. Non, mais... Oui, mais justement, où est le point? Jusqu'où? Donc il y a un Rubicon, est-ce qu'on le franchit, est-ce qu'on le franchit pas? Il est où? On le voit ou on le voit pas? Le Rubicon ne coule pas en Haute-Normandie, mais c'est cependant l'une des régions où l'UDF pourrait jouer cavalier seul. Le parti centriste rendra sa décision dans un peu plus d'un mois. À mi-chemin entre la consommation et la défense de l'environnement, plusieurs associations écologistes participaient hier à une journée nationale d'action contre le suremballage. Une trentaine de militants ont investi un hypermarché toulousain pour dénoncer la multiplication des emballages qui contribuent à la pollution de l'environnement. Juliette Merin, Olivier Combe. Donc 15 doses. Il ne s'agit pas d'un nouveau produit miracle, mais d'une démonstration évidente du surplus d'emballage qui envahit notre quotidien. C'est juste pour vous dire, pour vous montrer le volume vraiment des aliments, qu'est-ce qu'on achète réellement, et ensuite regardez déjà où on en est, hein, le volume des emballages. Plastique, carton, aluminium, les emballages représentent en volume 50% des déchets ménagers. Les écologistes dénoncent cet abus qui peut coûter cher aux consommateurs, d'un point de vue financier mais aussi sanitaire, car tous les produits ne sont pas recyclés ou recyclables. Ces déchets posent des grands problèmes environnementaux, c'est-à-dire que lorsqu'ils passent dans des incinérateurs, ils dégagent des dioxines, des furanes, du chlore, et ce sont des gaz hautement toxiques et la plupart cancérigènes aussi. Les consommateurs conscients de ce phénomène de suremballage ne veulent pas être les seuls à faire des efforts pour le limiter. Pourquoi pas les sociétés ne feraient-elles pas, je sais pas moi, des bouteilles recyclables pour en venir aux bouteilles de verre où on refond le verre et on refait du verre que du plastique qui va mettre 100 ans pour se détruire. C'est le gouvernement qui devrait sensibiliser l'opinion publique en faisant des campagnes, il sait si bien le faire pour d'autres domaines quand ça l'arrange. Sensibiliser le consommateur, c'est ce que tentent de faire certains hypermarchés qui proposent des caisses à la place des sacs. Mais pour le moment, je trouve ça assez pratique et puis finalement, je pensais que j'allais pas mettre grand-chose. Et j'ai mis toutes mes courses et puis elles sont bien rangées, pas écrasées. Plus pratique et surtout plus écologique. En France, les milliards de sacs jetés chaque année représentent plus de 20 000 tonnes de plastique. À quelques jours de la fête d'Halloween, pur produit américain importé il y a quelques années en France, nous avons voulu voir si l'engouement était toujours le même. Apparemment, l'impact commercial d'Halloween se transforme en citrouille. Stéphane Despinois, Marc de Laguingen. Une énorme citrouille roule au pied du château de la Belle au Bois dormant. Les sorcières s'accrochent partout, certaines volent même quelques images. Ici, dans le temple de la culture américaine, Halloween reste un grand classique incontournable. Le temps fort, c'est la parade des méchants, les têtes de citrouille ricanent et les petits en raffolent. Là, on se déguise et on va chercher des bonbons. C'est mieux. Parce qu'on fait plus peur qu'à Noël. C'est marrant. Oui, c'est marrant, c'est chouette. Se déguiser de ça, c'est fun. Pourtant, dans les magasins, Halloween n'a plus le vent en poupe. La déferlante orange et noire est bien derrière nous. C'est vrai qu'au niveau rayon, c'est pas autant développé qu'il y a 2-3 ans. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vraiment fêté, en plus. Même avec les enfants, on ne l'a jamais fait. Et ça ne nous intéresse pas vraiment. Apparemment, les Français ont fait une véritable overdose de citrouille ces 3 dernières années.
Halloween a eu un succès très très fort dès le début parce que c'était une fête nouvelle, parce qu'au moment du mois d'octobre il se passe pas grand chose, donc c'était l'occasion finalement de participer à une fête sympathique. Mais c'est vrai que comme phénomène de mode, il a été peut-être un petit peu surexploité. À tel point que certaines enseignes ont pris le contre-pied d'Halloween. Ici on célèbre le Nouvel An gaulois au menu des mets rustiques pour éviter le potiron. Preuve qu'Halloween s'est banalisé. En Bretagne, il y a des fêtes Halloween, maintenant des fest-noz Halloween, qui sont lancées par les communes, parce que c'est drôle, parce qu'on s'amuse, c'est une occasion de plus de faire la fête, mais elle n'est pas vécue du tout comme étant américaine. En résumé, la culture française a digéré Halloween, la sorcière ne fait plus peur puisqu'elle trébuche. L'événement médiatique plutôt que littéraire aux États-Unis, Barbara Bush, la mère du président et l'épouse de l'ancien, vient de publier ses réflexions sur une vie bien remplie, l'occasion pour celle qui fut la première dame des États-Unis de faire ouvertement campagne pour son fils qui est en difficulté dans les sondages. Alain Chalvron, Aaron Diamond. Elle n'a jamais reculé devant rien. Même pas devant l'abominable popote des forces américaines rassemblées aux frontières du Koweït en 1990. Pour le bien de son mari ou de ses enfants, Barbara Bush aurait soupé avec le diable. Vous pouvez me critiquer moi, mais ne touchez pas à mes fils ou à mes belles-filles. Et ne critiquez pas mon mari, ou vous êtes un homme mort. C'est l'une de ses réflexions, titre de son dernier livre, déjà un best-seller. On se l'arrache aussi sur les plateaux de télévision, tant l'ancienne première dame est populaire, avec ses 78 ans et son bonheur rayonnant. Tous les jours, en me réveillant, en regardant ce drôle de vieux visage, je me dis « Je suis la femme la plus heureuse du monde ». Il faut dire qu'elle aime tout le monde, Barbara, même Bill Clinton, le tombeur de son mari. Elle reconnaît pourtant que la défaite de 1992 a été, je cite, un moment d'extrême vulnérabilité, que rien dans son visage, au moment de quitter la Maison-Blanche, ne laissait deviner. Depuis, Barbara s'est consacrée à la promotion de ses deux politiciens de fils, Jeb, le gouverneur de Floride, et bien sûr, W, qu'elle a soutenu pendant toute la campagne. Elle m'a donné de l'amour et beaucoup de conseils, et moi je lui ai donné des cheveux blancs. Je n'ai fait que bien naître et bien me marier, dit-elle modestement. N'empêche qu'avec beaucoup d'amour et beaucoup d'ambition pour les siens, c'est elle, la vraie patronne de la tribu des Bush. À Moscou, un an après la prise d'otage du théâtre de Moscou, fin des commémorations avec une cérémonie en hommage aux 130 victimes qui ont perdu la vie lors de l'assaut des forces spéciales, libérant les otages retenus pendant 3 jours par un commando tchétchène d'une quarantaine de personnes. Un an après, la question de l'indemnisation des familles des victimes n'est toujours pas réglée. L'homme le plus riche de Russie a été incarcéré cette nuit. Le patron du géant pétrolier est accusé d'évasion fiscale, mais sa puissance financière et son opposition ouverte à Vladimir Poutine laissent à penser que ses ambitions politiques à l'approche des législatives de décembre prochain ne sont pas du goût du pouvoir. Richard Vinet. L'opération s'est déroulée de nuit à Novosibirsk, en Sibérie. Mikhail Khodorkovsky, le magnat du pétrole, l'homme le plus riche de Russie, arrêté comme un vulgaire truand par les forces spéciales moscovites. Contre le multimillionnaire, pas moins de 7 chefs d'accusation, égrenés à la télévision par le porte-parole du procureur de Moscou. Les charges relèvent toutes du domaine de l'escroquerie. Il est accusé d'évasion fiscale et d'enrichissement personnel illicite. Son avocat dénonce un scénario trop bien huilé, et il n'a peut-être pas tout à fait tort. En Russie, seul Vladimir Poutine a pu décider d'une arrestation de pareil niveau. Jusqu'alors, le président russe tolérait ces hommes d'affaires qui avaient construit des fortunes incertaines sur les ruines de l'ex-empire soviétique. Mais l'homme d'affaires a commis une faute. En finançant des partis d'opposition, Khodorkovsky s'est attiré les foudres du Kremlin. En toute connaissance de cause, en octobre dernier, il déclarait « Je ne me laisserai pas envoyer en exil politique. S'ils veulent me jeter en prison, avec le système actuellement en place, ça leur sera très facile. » Mikhail Khodorkovsky a passé sa première nuit en prison, où il aura tout le temps de méditer sur les affaires et la politique en Russie. Il ne sera libéré que le 30 décembre, 3 semaines après les élections législatives. À Rome, Jean-Paul II a clôturé les cérémonies du 25e anniversaire de son pontificat. En plutôt bonne forme, le Saint-Père a tenu à remercier les prélats de l'Église, les catholiques et tous ceux d'autres confessions qui ont célébré son jubilé. Jean-Paul II remercie pour les intenses émotions vécues ces derniers jours.
La question de l'euthanasie et des soins palliatifs ont repris le devant de la scène ce mois-ci. Au-delà de l'affaire Vincent Imbert, les premières assises de l'accompagnement en fin de vie se tenaient cette semaine avec l'idée d'alléger la souffrance psychique et la douleur lorsque la vie touche à sa fin. Les unités de soins palliatifs sont en nombre insuffisant en France, mais elles contribuent à une vraie prise en charge des malades. Reportage Frédéric Monteil, Ludovic Tourte. Oh, j'ai mal. Oh, oui, attendez, mesdames. Voilà, oh, j'ai mal au bras. La souffrance physique, Marie-Thérèse Pavie, 81 ans, doit l'affronter tous les jours. Pour apaiser sa tétraplégie, son diabète et son cancer, elle a choisi les soins palliatifs à domicile dans sa maison de retraite. Ah bon, on est mis là à l'hôpital. Hein. Heureusement, on est chez soi là. À son chevet, 6 personnes se relaient toute la journée et quand la morphine ne peut plus calmer sa douleur, l'équipe utilise un mélange gazeux. En 3 minutes, la douleur disparaît. Oh, ça m'importe, je souffre moins, évidemment. Avec le masque, ça soulage quand même, ça aide à surmonter la douleur. Comme Marie-Thérèse, la majorité des Français souhaitent terminer leur vie à domicile. Mais 75% des décès ont lieu ici, à l'hôpital. Dans cette unité de soins palliatifs, on soigne tout en douceur. Crème de massage et maquillage remplacent parfois les seringues. Vous voulez qu'on revienne à l'autre jambe un petit peu? Un petit peu, j'en ai jalouse. Le mollet, vous avez encore un petit peu mal au mollet? Les gens apprennent à nouveau à se regarder dans un miroir, à s'aimer, à se rendre compte que leur corps, en s'occupant du corps, qu'il est encore digne d'être aimé par quelqu'un et donc par eux aussi. Et puis ça soulage, ça enlève la douleur. Dans ce service, 5 chambres individuelles et des soignants toujours très proches de leurs malades. À l'hôpital, des fois on ne voit pas souvent les docteurs. Ça se pense. Alors, j'aime bien, puis quand on demande quelque chose, alors là vraiment ils nous expliquent. Tenir la main de l'être aimé, accompagner la vie jusqu'au bout, Maurice Bois le fait tous les jours pour sa femme gravement malade. Ils vivent ensemble depuis 1935. Pour rien au monde, il ne lâcherait les soins palliatifs. Il n'y a rien à faire, on le sait. Mais je ne voudrais pas cesser tout traitement pour précipiter les choses, absolument pas. Ah non, la vie de ma femme est trop précieuse, même jusqu'au bout, on fera s'il faut. Notre travail, c'est reconnaître quelles sont ces souffrances si terribles pour proposer des réponses. Et dans l'expérience qu'on en a, les personnes ne demandent plus l'euthanasie. Aujourd'hui, 50 000 malades, souvent atteints de cancer, bénéficient de soins palliatifs. Mais la France reste en retard puisqu'au moins 200 000 personnes sont concernées chaque année. À Paris, un homme est mort de froid vendredi. Il s'agissait d'un Sri Lankais en situation irrégulière et ils sont de plus en plus nombreux, ces clandestins, à se retrouver à la rue, sans papier. Des sans-abri qui tentent de survivre tant bien que mal, laissés dans les centres d'hébergement ou à l'Armée du Salut, qu'ils trouvent refuge, comme le raconte ce sans domicile fixe à Vanessa Rouet et Emmanuel Beck. C'est chaque jour comme ça, on se présente avec nos cartes d'héberger. Elle nous couche le numéro de lait, après elle vous donne un jeton pour aller au réfectoire. Un jeton pour le réfectoire, le précieux sésame d'un repas chaud. Et par les temps qui courent, ils sont nombreux comme a dit à le convoiter. Bonsoir. Bonsoir, vous mangez quoi? Il y a la purée, des côtes de bled, des quenelles de volaille et du panier de poisson. Bon appétit, jeune homme. Merci, monsieur. 2 ans qu'Adji vit à Paris, ou plutôt survit. La France lui a refusé par 2 fois sa demande d'asile politique. Comment ça se passe depuis? Ça se passe très mal. Imaginez un mec qui ne travaille pas et qui n'a pas de ressources et qui n'a pas où dormir. Comment il va s'en sortir? Et vous avez la foi en la vie? La foi sauve, ouais. Sauve l'âme. Et sauve pas la vie d'une personne. Ainsi va-t-il de refuge en refuge, au jour le jour. Et quelle que soit la saison, ce centre de l'Armée du Salut ne désemplit pas. Nous tournons à 100%, effectivement, tous les soirs, et nous refusons des gens. Donc ce qui se passe, c'est que les gens s'inscrivent auprès du 115, et c'est le 115, donc le SAMU social, qui gère la présence des gens dans notre structure. Demain soir, vous reviendrez ici? Je reviendrai ici parce que j'ai pas où aller. C'est ici où je dors, c'est ici où je mange.
Maintenant qu'il a été admis, Hadji peut rester 1 mois dans ce refuge. Passé ce délai, il devra tenter sa chance ailleurs. Ceci nous amène aux mal logés, à ceux que défendent l'association Droit au logement, qui a obtenu aujourd'hui l'engagement du ministre de la Ville de trouver d'ici Noël en priorité un toit à 500 familles. Un comité de pilotage composé des membres du DAL et du cabinet de Jean-Louis Borloo sera mis en place dès demain. Reportage Marie-Pierre Samitier, Catherine Juste. Que lui s'est engagé personnellement avec son cabinet à ce que 500 familles... Peu avant 13 h, on apprenait la nouvelle. ...soient relogées d'ici Noël. Réaction des familles venues manifester à Paris ce matin pour obtenir un logement. Ça me soulage bien. Si vraiment monsieur le ministre tient à sa promesse, on attend, il faut que ça soit signé. Un comité de pilotage suivra les dossiers des 500 familles. Parmi elles, 280 familles sont à reloger en toute urgence, selon l'engagement du ministre de la Ville. L'objectif principal, c'est de comprendre pourquoi c'est bloqué. De ceux qui sont en urgence, les 280, trouver tout de suite les solutions. C'est déjà pas tout à fait rien, parce que c'est par nature des cas qui ne rentrent pas dans les cadres habituels. Cette promesse d'envergure satisfait l'association Droit au logement. C'est un pari qui va être difficile à tenir, mais après tout, un ministre peut peut-être le tenir s'il s'engage vraiment personnellement sur ce dossier. C'est la première fois qu'on vous fait une promesse comme ça? Il est clair, c'est la première fois qu'on nous fait une promesse de ce type-là. Objectif des familles, passer Noël dans un logement décent. Dans 2 mois, elles sauront si la promesse a été tenue. Ce matin, un incendie s'est déclaré dans une usine classée Seveso à Bernay dans l'Eure. Il n'y a pas de victimes, mais un cours d'eau a été pollué. Une dizaine d'unités de pompiers a été nécessaire pour circonscrire ce feu dont l'origine n'est pas encore connue. Organisée pour la première fois en 1990, date d'un incendie qui avait touché les Calanques. La randonnée Marseille-Cassis est le moyen pour ses organisateurs de sensibiliser au respect d'un site exceptionnel. Isabelle Stess, Christophe Larocca. Découvrir les Calanques, ça se mérite. Pour un bon randonneur, il faut au moins 2 heures de marche au départ de Marseille sur les sentiers de ce massif escarpé. Au bout d'un chemin rocailleux. C'est magnifique, c'est superbe, c'est féerique. Voici l'île de Riou. On est enchanté, on a toutes les odeurs, le soleil, tout le monde, et la mer, naturellement. Voilà. Merci, bonne marche. Merci, merci. De Marseille à Cassis, 20 km à travers les Calanques. Une balade écologique qui attire chaque année les amoureux de la nature. Hier, ils étaient 1800 randonneurs de tout âge, mais avec le même état d'esprit. Vous avez quel âge? 80 ans. Pourquoi vous emmenez vos enfants sur cette marche? Pour les faire reconnaître la nature, pour les apprendre à respecter un peu toutes les choses. Hier, j'aurais pas dû jouer au bout. Ici, ce n'est pas la performance sportive qui compte, mais le message. Respecter les Calanques. Il y a 13 ans, un incendie détruisait le massif. Depuis, les bénéfices de la marche ont aidé au reboisement de ce site protégé. Il y a une richesse phénoménale en matière d'espèces. On a 650 espèces végétales, ce qui représente près d'un quart de la flore française. On a plus de 70 espèces d'oiseaux. Emporter ces déchets. Ne pas fumer, respecter les sentiers balisés, telle est la charte de ces randonneurs, un exemple pour le million de visiteurs chaque année dans les Calanques. Les premières neiges ont fait leur apparition pour le plus grand plaisir des amateurs de ski de fond. Un hiver précoce, du ski à la Toussaint, voilà qui est plutôt rare. Dans le Vercors, reportage Benoît Gadret et Philippe Évêque. Neige et soleil réunis, 2 ingrédients de saison pour une alchimie du bonheur, pour ces instants de jeu et d'évasion tant attendus. À peine l'hiver a-t-il pointé le bout de son nez que les fondus de ski ressortent leur matériel. Un peu de farce sous les semelles, juste de quoi doper la glisse. On a mis les skis bien au chaud dans une housse pendant l'été. On les a reraclés, rebrossés pour leur donner une petite beauté. Et puis on est reparti pour une autre saison, refarté, et puis voilà. 15 cm de neige à 1300 mètres d'altitude, à cette période de l'année, voilà qui est devenu chose rare sur le plateau du Vercors. Un plateau idéal pour le ski de fond, même si les pistes ne sont pas encore damées. Là c'est sûr, là, on retrouve la neige et tout, c'est vraiment super là. Ça fait du bien. Ah ouais, ça fait vraiment du bien. Après une semaine de travail, c'est clair que là, bon,
ne peut pas espérer mieux en montagne aujourd'hui. Premier sur les pistes, les clubs de la région. Le ski de fond est ici une discipline sportive très prisée en hiver. Toi, tu as tendance à être un peu raide sur la jambe, donc oublie pas, avance le genou pour pouvoir être en mesure de monter sur la piste. Ok? C'est des petits conseils juste pour essayer de retrouver un peu des sensations avant l'hiver, quoi. Et puis sur les sensations avant d'avoir des pistes un peu damées qui nous permettront de travailler plus sérieusement sur le plan technique. Un peu de technique et beaucoup de jeu pour cette première sortie de saison. La neige pourrait bien disparaître si le redout s'annonce. Alors ici, on profite sans compter de ce cadeau du ciel. Et toujours grâce aux chutes de neige de ces derniers jours, plusieurs stations alpines ont annoncé cette semaine l'ouverture de leurs pistes d'altitude. En Isère, la station de l'Alpe d'Huez a ainsi accueilli ses premiers skieurs hier matin. Dans l'actualité sportive de ce week-end, 3 Français se sont notamment illustrés. Gilles Panizzi, qui a remporté le rallye de Catalogne au volant d'une Peugeot, tandis que Frédéric Quevilly et Joël Chenal sont arrivés 2e et 3e du slalom géant de Sölden. Compte rendu, Julien Beaumont. 2 Français sur un podium, Joël Chenal, Frédéric Quevilly, respectivement 2e et 3e derrière l'Américain Body Miller. C'était cet après-midi en Autriche lors du premier slalom géant de la saison. Frédéric Quevilly, ici à l'image, champion en titre de la spécialité, est à 1 seconde du premier. Quant à Joël Chenal, sa 3e place prouve qu'il est revenu au plus haut niveau, lui qui n'avait pas mis le pied sur un podium depuis 3 ans. 2 Français sur un podium bis. Gilles Panizzi, premier du rallye de Catalogne, juste devant Sébastien Loeb. Panizzi sur Peugeot s'est imposé dans la dernière spéciale. Du coup, l'écurie sochalienne n'est plus qu'à 5 points de Citroën au classement des constructeurs. Sébastien Loeb réalise tout de même une bonne opération. Il reprend la tête du championnat des pilotes à égalité avec Carlos Sainz. Le titre se jouera le 9 novembre en Grande-Bretagne lors du dernier rallye de la saison. Et on finit avec cette victoire de justesse des Irlandais face aux Argentins. Un seul essai et un seul point d'écart. Score final 16-15. Samedi prochain, le 15 du trèfle rencontrera l'Australie. Le perdant sera opposé à l'équipe de France en quart de finale. À 27 ans, il a séduit la critique, conquis le public avec un 2e album intitulé Réalité, la réalité chantée par Raphaël, qui est actuellement en tournée en France. Olivier Lenuzza, Yann Moine. Auteur, compositeur et interprète, Raphaël se lance sur les routes de France. Sur la route, sur la route, dam, 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 dam. Sur l'amattement de vol d'oiseaux, on se dit qu'on peut gagner gros, qu'on met le ciel dans une goutte d'eau. Des centaines de kilomètres parcourus, des semaines passées en compagnie des musiciens de la tournée, ses copains de virée, la colonie, des enfants du rock. Hier soir j'ai fait ma valise, on s'est appelé, ils étaient tous en train de faire leur petite valise et tout ça, de mettre leurs petites affaires. Aller de ville en ville, de salle en salle, pour interpréter des chansons qui évoquent bien sûr le voyage. On part comme ça faire la route et on se laisse porter, en fait on lâche complètement prise et on se laisse porter par les choses et par les rencontres. Et c'est un truc de dépaysement et de retour à une simplicité en fait. Oh, I say, what shall we wear? Oh, I say, who really cares? J'aime pas spécialement en fait le fait d'exprimer la joie. J'aime bien le fait d'exprimer le bonheur, par exemple comme Gainsbourg, mais le bonheur qui s'en va, tu vois, qui sauve même Gainsbourg, par exemple, c'est toujours triste aussi. J'ai l'impression que toutes les belles chansons sont des chansons tristes. Après, il y a de la joie de traîner, moi c'est pas mon truc, mais c'est vrai que c'est une belle chanson de joie, mais c'est pas mon truc. On a gagné du calme, la grande ville, et défiler les rêves, le soleil dans les reins, les voilures gonflées, la rumeur des cafés. Un beau gosse de 27 ans qui chante l'enfance, l'errance. Dans le grand désert, à la file indienne. Raphaël chronique le monde de façon lucide et simple. Les Thibauts sur France 2, 4 épisodes d'1h30 pour l'adaptation de la fresque de Roger Martin Dugard, une œuvre de 2500 pages qui lui a valu le prix Nobel de littérature. C'est le dernier rôle d'un Jean-Yann magistral pour une approche pacifiste de la jeunesse de la Première Guerre mondiale. Les premiers épisodes seront diffusés demain et après-demain. Isabelle Béchler, Anthony Masto, Patrick Voix. Je propose qu'on aille jusqu'à Toulon et de là on embarque pour Tunis.
Alors on voulait visiter le vaste monde. Mais le monde, vois-tu, c'est ici. Et celui qui décide dans ce périmètre, c'est moi. Le père est le dernier témoin d'un monde qui est en train de basculer. Ça se situe juste à la charnière avant la guerre de 14. Ça sera numéro 3. Après la fugue, la punition ne tarde pas. C'est la maison de correction qui attend Jacques, l'adolescent rebelle. Tu peux pas t'opposer à père, Antoine. Je te promets que... Heureusement, son frère Antoine, déjà médecin, impossible. s'inquiète de lui. T'as confiance en moi ou non? C'est lui qui va le protéger de la rigueur paternelle. Antoine, attends. Il y a de l'émotion, il y a les classes sociales, il y a l'insolence, il y a tout là-dedans et qui n'est pas artificiel. C'est-à-dire qu'on brasse de l'humain, on est dans l'humain. Alors? Je suis reçu. À quelle place? 3e. On s'en contentera. Bien que je t'embrasse. C'est ce qui se fait dans ce cas-là. À 18 ans, Jacques semblait rentrer dans le rang, mais il va fuir la bourgeoisie à nouveau, au nom de la littérature et du pacifisme. Ce sont des personnages qui se croisent et qui se ratent. Fatalement, comme ça, ce sont des gens qui s'aiment mais qui n'arrivent pas à se le dire réellement, qui n'arrivent pas à se le faire comprendre parce qu'ils sont chacun dans leur monde, chacun dans leurs préjugés. L'amour d'une aventurière va apprendre le bonheur à Antoine le raisonnable. Mais il ne préférera jamais le plaisir au devoir. Allô, oui. Chacun à sa manière est un idéaliste. Mais Antoine est pragmatique. Il a fait le choix de regarder l'être humain sans illusion, mais sans a priori. Et je trouve qu'il a un regard, du coup, d'une certaine compassion. Je ne veux pas mourir! Je prie, mon fils, je prie. Une belle fresque très sensible nous fait vivre ainsi les derniers soubresauts du 19e siècle, jusque dans la guerre de 14-18. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet, 20h55 urgence, minuit 35, le dernier journal Jean-Claude Renaud. Demain à 7h40 dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Marie-Georges Buffet. 13h, le journal Daniel Bilalian. 20h, Carole Gessler. 22h40, complément d'enquête, les 25 ans du pontificat de Jean-Paul II dans les coulisses du Vatican. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images des sculptures de Gina Lollobrigida, exposées à l'hôtel de la Monnaie où se sont rendus cet après-midi le réalisateur de Notre-Dame de Paris, Jean Delannoy, âgé de 95 ans, et le comédien Philippe.